Joueurs et joueuses, bonjour, une année de plus, bonne année à tous. C'est pas la première fois que je souhaite une bonne année sur la chaîne, mais si jamais vous ne regardez que le journal, au moins comme ça, vous avez mes vœux. L'année commence plutôt pas mal d'annonces, pas mal de sorties, et en plus, c'est l'année des 30 ans de la série Persona, on va voir ce que nous réserve Atlus pour les mois à venir. Si ce journal vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également partager la vidéo ou utiliser un petit boost sur l'appli YouTube si vous souhaitez aider la chaîne. Et si vous appréciez ce que vous voyez et souhaitez me soutenir, vous pouvez à présent rejoindre la chaîne. Cela vous donnera, dans la mesure du possible, un accès anticipé de quelques jours aux vidéos. Pour les autres, le journal sera toujours visible par tous, le dernier lundi de chaque mois, comme ça a toujours été le cas. Pour le reste, installez-vous confortablement, nous voici partis pour ce journal du JRPG du mois de janvier 2026. Quelques news relatives à Persona, n'en espérez pas trop pour le moment, mais 2026 marquera les 30 ans de la licence. Pour l'occasion, Sega Atlus a lancé un site accompagné d'un court teaser. N'hésitez pas à dire ce que vous attendez pour ce 30e anniversaire de la série. Il est assez évident que l'on aura le droit, à minima, à des informations concernant le remake de Persona 4, à savoir Persona 4 Revival, annoncé un peu avec hâte l'année passée, et pour le reste, un remake de Persona 1 et 2, des informations sur Persona 6. Je vais être honnête, le 25e anniversaire de la série avait été relativement décevant. Donc je n'attends pas grand chose pour ce 30e. Même un portage de Persona 1 et 2 dans leur version PSP, je serais content, mais il semblerait qu'Atlus ne veuille pas faire grand chose de ces deux épisodes, et quant à un éventuel 6e opus, je ne suis pas certain qu'on aura des informations avant la sortie de Persona 4 Revival. Je verrai bien 2 ou 3 spin-offs et un concert, et puis basta. Mais j'espère que je me plante. En attendant, vous reprendrez bien un peu de Persona 5 ? Encore ? On a vu une image popper sur le compte X de la série Fitness Boxing, qui a ensuite été confirmée par une annonce officielle de la part d'Imagini. Du contenu estampillé Persona 5 arrive dans la licence. Fitness Boxing, c'est une série démarrée en 2018 sur Switch dans laquelle on se sert des Joy-Con comme gants de boxe. Une version 2.0 de Punch-Out si vous voulez. Et si la franchise comprend déjà 3 épisodes numérotés, on a déjà eu le droit à des spin-offs variés. En 2022, on avait vu débarquer une version Hokuto no Ken. Et en 2024, c'est le personnage d'Hatsune Miku qui nous proposait de faire du sport en filant des grandes tatanes. Après, il ne faudra pas s'attendre à un contenu gargantuesque. On parle ici d'un pack de 5 musiques additionnelles dont je vous mets le nom à l'écran, ainsi que des t-shirts à l'effigie de la collaboration. Espérons juste que le 30e anniversaire de la série ne soit pas le réamorçage de l'essorage de la poule aux œufs d'or qu'est Persona 5. Annoncé il y a un peu plus d'un an, le remake de Sword and Fairy 4 fait à nouveau parler de lui à travers un premier trailer officiel. C'est une vieille série de RPG chinois, débutée en 1995, dont les derniers épisodes commencent à arriver en Occident. Le 4e opus est un titre de 2007 sorti uniquement sur PC en Chine à l'époque, et il raconte les aventures de Tian Yun qui part en voyage pour retrouver les immortels, et au passage il découvrira une vérité cachée sur lui-même. Pour le moment, peu d'informations, on ne connaît ni la date de sortie, ni les systèmes sur lesquels il sera disponible, tout juste sait-on qu'il sera développé avec Unreal Engine 5, donc à suivre. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Tenchi no Uta, The Angelverse Collection, une compilation signée Edia regroupant Tenchi no Uta, The Angelverse et Tenchi no Uta 2, The Fallen Angel's Choice. 2 RPG sortis en 1991 et 1993 sur PC Engine CD2, il en existe un 3e sorti sur Super Famicom qui n'est malheureusement pas inclus dans la compilation, mais ce dernier est disponible en fantrad. Si jusqu'à présent cette compilation était une exclusivité de la Switch japonaise et donc malheureusement disponible uniquement au Japon, depuis ce mois-ci, Limited Run Games propose une version traduite de ces deux softs. Les précommandes sont déjà ouvertes et le resteront jusqu'au 1er février, donc ne traînez pas trop si ces titres vous tentent.
Deux éditions sont à votre disposition, une standard à 44,99$ et une deluxe à 89,99$ qui inclut le jeu, une couverture réversible, un fourreau cartonné, un CD audio, un poster recto verso et un pins, et comparé à certaines éditions que l'éditeur a eu l'habitude de nous sortir dernièrement, celle-ci a presque un tarif raisonnable. J'imagine que le potentiel de vente est bas et qu'ils se sont dit qu'ils ne pourraient pas trop traire les consommateurs pour une fois. Et si vous êtes très fan, un vinyle collector est également disponible. Je n'ai pas le contenu de celui-ci, mais il est vendu 39,99$. En attendant la sortie du prochain épisode de la série Fire Emblem prévu pour cette année, Nintendo pense à vous en vous proposant de vous replonger dans un Fire Emblem à l'ancienne. Ah bah si, le jeu a 20 ans, c'est un épisode à l'ancienne à présent. Et un bon opus qui plus est, même si certains amateurs de la série le trouvent trop facile. Je ne sais pas, c'est le premier épisode que j'avais essayé, donc je ne peux pas non plus dire que je l'avais trouvé particulièrement aisé à ce moment-là. Bon, évidemment, comme vous le voyez, Fire Emblem Path of Radiance revient, certes, mais dans les Nintendo Classics du Nintendo Switch Online, donc si vous ne jouez pas sur le net avec votre Switch 2, ça ne sera pas pour vous. Unfortunately, fulfilling this simple request attracts the attention of the Mad King Ashnard. Je vous en avais parlé vite fait il y a quelques mois, Atlus a fait savoir que Metaphor ReFantazio allait avoir le droit à une nouvelle version. Non, c'est pas une version améliorée, c'est trop tôt pour ça. Avec Atlus, c'est toujours au moins 3 ans avant la sortie d'une version ++, donc pas avant 2027. Et encore, si ça voit le jour, ces gars ayant enfin compris que les versions améliorées avaient tendance à démotiver les joueurs d'acheter les titres au moment de leur sortie. Bref, ça n'est pas le sujet c'est l'édition guide stratégique de Metaphor ReFantazio, nommée ainsi parce qu'elle sera vendue avec un guide stratégique, et on ne parle ici que d'une édition numérique vendue 79,99€. La petite douille, c'est que le guide vendu avec cette édition, c'est un extrait de 55 pages tiré du guide officiel qui, lui, en compte quasiment 600. Si vous le voulez, vous pouvez choper le guide physique sur Amazon pour une 50aine d'euros. Sinon, pour le reste, on y trouve un artbook et une bande-son numérique, et des DLC avec des costumes et des musiques de Persona 5 et Shin Megami Tensei 5. Moore's Tech est un petit titre indépendant développé par le studio japonais Saka Studio. Alors, studio japonais, mais sur le Twitter officiel, le créateur nous dit « Je développe un soft appelé Moore's Tech », ce qui laisse sous-entendre qu'il est seul sur ce projet sur lequel il bosse depuis 5 ans, ce qui fait qu'on pardonnera ses graphismes un peu sommaires. Ça a l'air d'être un Rune Factory où la ferme a été remplacée par une usine, et il est défini comme étant un RPG mêlant automatisation industrielle et style animé. Le scénario sera centré sur Yuri, la deuxième princesse de la planète Célestale, qui va devoir partir en exil sur la planète Arcadia, et qui va devoir faire avancer l'industrialisation de cette dernière, en étant aidée par Eleno, une intelligence artificielle. Le jeu est pensé pour le modding, puisqu'il inclut directement un éditeur dédié. Très hâte de voir des têtes de Shrek apparaître un peu partout. Voilà un retour étonnant, mais Eastasia Soft a fait savoir que Tokyo Clan Pool allait revenir sur PC dans une version dite Uncut, qui sera notamment disponible en physique dans une édition vendue chez PlayAsia. Je vous mets l'image avec le contenu de cette édition physique, dont la précommande a déjà été ouverte au moment où vous regardez cette vidéo. Techniquement, le soft sera disponible en physique dans cette version, puisque vous le trouverez sur une clé USB. Les autres bonus de cette version seront des autocollants, un CD audio, un artbook, un certificat et des stands en acrylique. La sortie du titre est prévue pour début 2026, et si vous l'avez pris sur GOG, un patch avec les ajouts de cette version Uncut sera également disponible en parallèle à la sortie. Le communiqué officiel ne précise pas quel contenu sera ajouté avec cette version Uncut, mais en cherchant un peu sur le net, il semblerait que ce soit un mini-jeu dans lequel on pouvait tripoter les héroïnes. Bon, bah je vais rester avec ma version censurée sur Switch, ça ira très bien. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, ma critique du jeu est disponible sur la chaîne. Une news très rapide parce que pour le moment, à part un artwork
Et la couverture de la boîte, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais Square Enix a fait savoir que la version 8.0 de Dragon Quest X Online, le MMO dans l'univers de Dragon Quest, allait bientôt voir le jour. Celui-ci répond au nom de Dragon Quest X Online, Stray Children of Space and Time, et il est prévu sur PlayStation 4, Switch et PC le 25 juin 2026 au tarif de 4950 yens. Une version all-in-one incluant les versions 1 à 8 sera également disponible pour 5940 yens. Square Enix devrait donner plus d'informations les 20 et 21 mars prochains. Exist Archive The Other Side of the Sky va pouvoir être renommé Exit Archive au Japon, puisque depuis le 1er janvier sur PlayStation 4 et le 5 janvier sur Vita, il a été retiré des stores. Spike Chunsoft, l'éditeur, et Tri-Ace, le développeur, ont fait savoir qu'Exist Archive n'aura plus droit à des nouveaux tirages. Alors, plus de nouveaux tirages sur ces consoles ou plus de nouveaux tirages tout court? Le retrait de ces versions peut vouloir dire que le titre va peut-être débarquer sur un autre système, mais à l'heure actuelle, on n'en sait rien. Pour le moment, Axis, qui s'occupe de la version occidentale, n'a rien annoncé sur le sujet. Et si vous ne connaissez pas Exist Archive The Other Side of the Sky, franchement, vous ne loupez pas grand-chose. C'est un soft au gameplay inspiré de Valkyrie Profile avec une touche égale un perso, mais son scénario n'avait rien de très extraordinaire. Je crois que l'une des news qui me hype le plus ce mois-ci, c'est l'annonce de ce Demon Kill Demon Yomi 1984, un dungeon RPG développé par Experience, se déroulant dans le même univers que Undernotes Labyrinth of Yomi, un autre dungeon RPG sorti en 2020 que j'avais beaucoup apprécié. Dans celui-ci, on y suit l'histoire d'étudiants qui se trouvent transportés en enfer, où ils vont devoir ressusciter leurs camarades morts afin de survivre. Il va falloir se contenter de l'annonce japonaise pour le moment, avec une date de sortie prévue pour le 28 mai prochain sur Switch, et j'espère l'annonce d'une sortie occidentale prochainement. C'était pourtant il n'y a pas si longtemps que sortait déjà un RPG inspiré de Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Oh, quoique après vérification c'était en 2024. Le temps passe vite. Quoi qu'il en soit, le développeur Asobimo et l'éditeur Gree ont fait savoir qu'une nouvelle adaptation de cet isekai était prévue pour cette année au Japon, et celle-ci répond au nom de Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Chronicle of Echoes, et il s'agira d'un RPG en 3D en free-to-play avec des microtransactions. Et c'est tout ce qu'on en sait pour le moment. Il est amusant de voir que le trailer ne montre que des images de l'animé et rien concernant le gameplay du titre. Yep, c'est très rassurant tout ça. Alors que Victory Road vient à peine de sortir, Level 5 passe déjà à la suite et ils viennent d'annoncer Inazuma Eleven Cross qui sera développé par le studio Aiming avec une sortie prévue sur mobile à une date encore inconnue. Il s'agira d'un free-to-play avec microtransactions. On sera ici plus sur une simulation dans laquelle le joueur prendra le rôle d'un coach qui va devoir former et entraîner son équipe. Level 5 va préciser que le jeu ne sera pas compatible avec les sauvegardes de Victory Road, par contre il le sera avec celle de la suite de Victory Road qui a été à moitié annoncée. Concrètement, le président de Level 5, Akihiro Ino, a fait savoir qu'il était en train de plancher sur le scénario de la suite, en espérant qu'il ne mette pas 8 ans cette fois-ci. D'ailleurs, je regroupe tout, mais le studio en a profité pour annoncer la sortie d'une deuxième mise à jour pour Victory Road, avec la présence d'un DLC gratuit nommé Ares and Fabled Seed, incluant l'ajout d'une route supplémentaire dans le mode chronique, avec la route Ares. Level 5 proposera également une graine légendaire qui permettra d'améliorer un de vos personnages au niveau légendaire, comme le dit le nom. L'éditeur Playdigious a fait savoir que Sea of Stars, le RPG du studio Sabotage, allait avoir le droit cette année à un portage sur mobile, avec une sortie annoncée le 7 avril. Il est prévu au tarif de 9,99€, mais si vous le précommandez dès à présent, vous aurez droit à une réduction d'€1. Bref, la bonne occasion de vous lancer enfin dans l'aventure de Sea of Stars si vous ne l'avez toujours pas fait. Un peu comme moi par exemple. Mais bon, j'ai la version Switch qui m'attend sur l'étagère, donc je vais pas le reprendre. Il faut vraiment que je trouve le temps de le faire.
The Seven Deadly Sins Origin avait été annoncé il y a quelques mois et il était prévu originellement pour une sortie le 28 janvier. Mais l'éditeur Netmarble et le développeur Netmarble FNC ont fait savoir qu'ils avaient décidé de le repousser au mois de mars prochain, et ce à la suite de la bêta fermée et de nombreux retours que les développeurs ont eu de la part des joueurs. Que vous ayez l'intention d'y jouer sur mobile, sur PlayStation 5 ou sur PC, il va donc falloir attendre encore un peu avant de vous plonger dans l'adaptation de l'anime The Seven Deadly Sins. Alors, vous aimez les héroïnes peu vêtues avec d'énormes poitrines? Oui? Eh bien, j'ai le jeu parfait pour vous alors. Time In Squad que l'on doit au studio Gremory Games. Il s'agit du 3e épisode de la série après Action Time In et Time In Go Go. Ce Time In Squad sera un RPG au tour par tour, en free-to-play, avec une sortie prévue début 2026 sur mobile et PC. L'aventure prend place dans la cité royaume de Tokyo, une île artificielle abandonnée située 10 km au-dessus de la baie de Tokyo, où monstres et criminels pullulent. Vous allez jouer le rôle de Taimanin, des guerrières ninjas disposant de super pouvoirs, et vous allez devoir sauver les civils restés coincés sur cette île. Je suis pas certain de la qualité du titre, et je n'ai rien contre des personnages féminins un peu sexy, mais là, je sais pas, je le sens pas. Petite news très rapide, puisqu'en se basant sur les questions relatives au plan d'affaires et au potentiel de croissance de la présentation faite aux investisseurs, publiée fin décembre par le Nikkei, on a un bref aperçu de ce qui nous attend chez Falcom pour les mois à venir. En tout cas au Japon. Si on connaît la date de sortie de Is This Proud Nordics pour le mois prochain, et Trace in the Sky Second Chapter a une date inconnue pour cette année, on voit également que Falcom prévoit un nouveau portage et une nouveauté en 2026. Vu que ça fait 2 ans qu'ils nous font le coup du Is Mémoire avec Oath in Felghana et Memories of Celceta, je verrai bien la ressortie d'un autre épisode de la série, et pour le nouveau titre, je mets une petite pièce sur Trace Beyond the Horizon 2. Et on découvre également qu'en mars prochain, un album Falcom Acoustics 3 est prévu, donc curieux de pouvoir écouter ça. It's time to end this! Une bonne nouvelle, mais je me méfie un peu. Compile Heart nous a balancé une annonce assez alléchante nous indiquant rien de moins que le retour de Koji Okada, le co-créateur de la série Megami Tensei. On avait eu le retour de Kazuma Kaneko l'an dernier avec Tsukuyomi The Divine Hunter, voilà le retour de son compère. Est-ce que ce monde est sérieux ? Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'on sait qu'il s'agira d'un RPG se déroulant dans un univers scolaire, et on retrouvera Tadashi Satomi à l'écriture, ce dernier étant connu pour son travail sur les 2 premiers Persona, ainsi que Tsukasa Masuko à la musique, sachant qu'on le connaît surtout pour son travail sur Megami Tensei et les Shin Megami Tensei de la Super Famicom. Alors, le casting fait rêver, mais c'est Compile Heart qui édite, et Compile Heart, c'est comme Furyu, un peu moins pire, mais on n'est pas loin. Les créations ont toujours des idées, mais le budget est généralement aux abonnés absents. Je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble, puisque les jeux Compile Heart sont souvent des œuvres entre guillemets très mignonnes, avec des designs très arrondis, un côté kawaii, alors que quand on pense Megami Tensei, on pense à quelque chose de sombre, avec des personnages réalistes. On sait que les illustrations seront signées Ilya Kuvishnov, un artiste russe vivant au Japon, qui a bossé notamment sur Ghost in the Shell SAC 2045, donc très curieux de voir ça. Cygames a fait savoir que Grand Blue Fantasy allait arriver en Occident sur Steam le 10 mars 2026, 12 ans après la sortie du jeu au Japon. Le titre était déjà disponible en version anglaise dans certains territoires, mais les versions Android et iOS n'avaient jusqu'à présent jamais été disponibles officiellement sur les stores occidentaux. On n'a pas trop d'informations concernant cette version, mais on sait qu'elle sera elle aussi bloquée géographiquement et impossible à jouer depuis le Japon. De même qu'il ne sera pas possible d'y jouer avec un compte déjà existant. Ce qui veut dire que cette nouvelle version sera séparée des versions mobiles et navigateur web. Qui a l'intention de se lancer dedans ?
Dragon Quest VII Reimagine sort très prochainement, mais pour ceux qui ne peuvent pas attendre ou qui sont hésitants, Square Enix propose une démo disponible depuis le 7 janvier. Et évidemment, votre avancement dans la démo sera reporté dans le jeu final, mais le petit bonus pour vous donner envie de vous y essayer, c'est l'obtention d'un costume supplémentaire pour Maribel que vous pourrez débloquer. Et pour les plus patients, rendez-vous le 5 février pour la sortie mondiale du remake. Une autre démo qui pour le coup m'intéresse déjà plus, c'est celle de Parasite Mutant, le successeur spirituel de Parasite Eve. Mélange d'action RPG et d'horreur, développé et édité par le studio chinois Icy Tuna. Si le titre est prévu sur PC et PlayStation 5, la démo n'est disponible que sur PC, et Parasite Mutant est actuellement prévu pour une sortie en septembre prochain. J'ai essayé la démo, j'ai trouvé que ça avait son petit charme, je prévois de faire une vidéo à son sujet, et elle devrait arriver bientôt sur la chaîne. On a appris ce mois-ci que Toshiyuki Itahana quitte Square Enix. Alors, il quitte Square Enix, mais il va bosser en freelance, ce qui peut très bien vouloir dire qu'il va continuer à bosser avec Square Enix. Toshiyuki Itahana, ça n'est pas forcément le créatif dont on entend le plus souvent parler, pourtant il est indissociable de la série Final Fantasy, vu qu'on le retrouvait sur les différents Crystal Chronicles, pas mal de jeux Chocobo, et qu'il est un des illustrateurs qui a bossé sur Final Fantasy IX. Enfin... il a bossé principalement sur les personnages secondaires. Celui qui a réalisé les personnages principaux étant... Shuko Murase. Oui, vous avez répondu Yoshitaka Amano. Moi aussi j'aurais répondu ça, mais en fait non. Final Fantasy encore, et si vous suivez la chaîne et avez vu ma vidéo bilan 2025, la nouvelle ne vous aura pas échappé. Square Enix a annoncé que le remaster de Final Fantasy Tactics, The Everleaf Chronicles, de son petit nom, avait atteint le score honorable d'1 million de ventes au 31 décembre dernier. Comme quoi, quand on sort un titre sur toutes les plateformes, ça aide. Le producteur, Kazutoyo Maehiro, a profité du communiqué de presse annonçant l'information pour nous expliquer qu'ils avaient l'intention de continuer à le mettre à jour afin de... je cite, rendre le jeu encore plus agréable et accessible à un public encore plus large. Est-ce que ça veut dire que le contenu de la version PlayStation Portable pourrait être à terme ajouté? Je n'en sais rien et je ne miserai pas trop là-dessus. Oui, bon ok, 1 million de ventes pour Final Fantasy Tactics. Mais 10 millions de ventes pour Dragon Ball Z Kakarot, c'est autre chose. Hein. Oui bon ok, Kakarot est sorti en 2020, puis c'est Dragon Ball, mais quand même, ça n'est pas rien. Et à l'occasion de cette annonce, le développeur CyberConnect 2 en a profité pour nous parler de la sortie du nouveau DLC, Daima, Aventure dans le domaine des démons, partie 2, qui est disponible depuis le 15 janvier dernier. Vous pouvez vous procurer celui-ci à l'unité pour 19,99€ ou vous pouvez prendre le pass d'extension pour 34,99€, qui inclut les 2 DLC, un pack bonus et des objets. Niveau durée de vie, si je me fie au let's play disponible sur YouTube, ça se finit en environ 3 heures chacun. On rappellera que si vous n'avez pas encore mis la main sur le titre, celui-ci est disponible sur PlayStation 4 et 5, Switch, Xbox One et Series et PC. The upcoming battle is sure to be yet another intense one. Teamwork won't do you any good. I'm invincible. The third eye. Move étrange de la part de Tokyo Games et Mediavision concernant The 100 Line Last Defense Academy, mais si ça permet de faire à nouveau parler de lui, pourquoi pas. La version de base est composée de 2 jeux, The 100 Line Last Defense Academy, qui se penche sur les 100 premiers jours de la vie scolaire des personnages, et The 100 Line 2, qui détaille les 100 jours suivants. À partir de maintenant, il sera nommé comme étant un pack 1 et 2, donc accueillant les 2 titres. Pour l'occasion, une nouvelle édition sera vendue avec un fourreau affichant l'artwork officiel du second épisode. Et en parallèle à cela, une mise à jour permettra à l'avenir de commencer directement le second épisode, même sans avoir fini le premier, ce qui n'est pas encore possible pour le moment. Enfin, la BO sera prochainement disponible, soit en version physique au Japon, en version quadruple CD à partir du 24 avril prochain, soit en streaming, et celle-ci est déjà disponible sur les différents sites. Évidemment, histoire de nous pousser à l'achat, la version physique propose quelques morceaux qui ne sont pas disponibles dans la version numérique. If we all do that, I know we can win this. We cannot afford to lose this war. I can still fight. Si vous avez toujours voulu essayer Sengoku Rens mais que vous n'êtes pas fan de GOG, bonne nouvelle,
pas j'imagine, Alice Soft a fait savoir que sa fameuse série déroguée allait débarquer sur Steam. Bon, vous imaginez bien que ça sera vidé de sa substantifique moelle, mais si vous voulez juste vous y essayer pour son histoire, ça sera la bonne occasion de vous y mettre. Surtout que les retours que j'ai entendus concernant cette série font état de scénarios et de world building extrêmement détaillés. Ceci étant, en me penchant un peu plus sur les retours sur Sengoku Rents, le 7ème épisode de la série, je vois que ça polarise pas mal. Les gens sont fans, ou ils détestent. Ma foi, si vous avez essayé le jeu, je serais curieux d'avoir votre avis. La fin prophétisée du continent de Zemuria approche, tout comme le lancement de la toute première incursion de l'humanité dans l'espace. Une invitation soudaine de Marduk à participer à un exercice d'entraînement de haute technologie met Van Harkride, le chevalier cendré Rin Schwarzer et le père Kevin Graham sur une trajectoire de collision avec les secrets enfouis au cœur même de Zemuria. Leurs chemins peuvent diverger, mais la question ultime demeure inchangée. Qu'y a-t-il réellement au-delà de l'horizon ? Bon, vous vous en doutez, s'il y avait bien un jeu que j'attendais en ce mois de janvier, c'était évidemment The Legend of Heroes, Trace Beyond the Horizon, le dernier épisode de la série Les Trace. Et évidemment, quand je dis dernier épisode, c'est le dernier en date, pas le dernier. Il fallait un peu s'en douter, comme on doit ici l'édition en Occident à Nissa, comme les épisodes précédents, et non pas Gun Go, comme c'était le cas pour Trace in the Sky First Chapter, et il va falloir se contenter d'une version anglaise encore une fois. En même temps, je pense que le potentiel de vente de cet opus est relativement bas. Donc le contraire m'aurait étonné. Vous avez le choix entre deux versions, la Deluxe à 59,99€, sauf sur Switch 2 où elle coûte 69,99€, alors qu'elle est en carte clé de jeu, la double douille donc, et celle-ci inclut un mini artbook et une OST numérique. Une édition limitée était disponible sur le site de Nissa pour 99,99€ sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch, et 109,99€ sur Switch 2, et elle incluait un livre d'art, une bande originale en digipack, un steelbook, une horloge en acrylique et un coffret de collection. Si vous voulez en savoir plus, ma critique est disponible sur la chaîne, et si vous hésitez, une démo vous attend sur les différents stores. Alright, don't drop your guard, guys. We're taking this bad boy down. Si je ne regarde pas, la lune est-elle vraiment là ? Cassette Boy est un action RPG de puzzle inspiré des questions de la mécanique quantique, se déroulant dans un monde où ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Dans cet univers étrange, changeant selon ton point de vue, part à la recherche de la vérité derrière la disparition de la Lune. Cassette Boy est un petit action RPG intrigant, développé par le studio japonais indépendant Wonderland Kazakiri, à qui on doit Block Quest Maker ou Dungeon & Gravestone. Des jeux qui ont tous une esthétique très inspirée de Minecraft. Dans le cas de Cassette Boy, qui a un look qui me fait penser à de la Game Boy, la 3D en plus, on est sur un mélange entre Fez et Zelda. Le principe étant que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Si un monstre vous bloque le passage, faites tourner la caméra jusqu'à ce que le monstre se trouve derrière un mur, miracle, il a disparu. Si la partie action est un peu décevante, tout ce qui est puzzle est assez inventif. Si vous voulez en savoir plus, une vidéo avec mes premières impressions arrivera bientôt sur la chaîne. Filna Fantasy est un action RPG chinois qui raconte les pérégrinations d'un aventurier venu d'une planète étrange qui s'écrase sur le continent de Vetland et qui va se lancer dans un voyage inattendu. Sur le papier ça avait l'air sympa, le jeu est plutôt joli avec un style 16 bits très coloré, vous démarrez le scénario en choisissant votre classe et le titre est un mélange entre action et puzzle. Malheureusement, les premiers retours sont très frais et la note Steam est moyenne. Les joueurs relevant des nombreux bugs ou problèmes de conception. Difficile de le conseiller pour le moment, à voir si les problèmes seront corrigés. Bienvenue sur Talos 2, un monde à la beauté envoûtante et aux dangers implacables. Les premiers colons ont affronté les guerres et les cataclysmes, et après plus de 150 ans d'efforts, ils ont posé les fondations d'une nouvelle terre d'accueil pour l'humanité, la ceinture civilisée. Pourtant,
La majeure partie de ce monde demeure indomptée. Des vastes terres sauvages et des territoires inhabités s'étendent vers l'horizon, attendant d'être explorés. Chaque pas en avant est un risque, où les reliques du passé et des dangers encore inconnus guettent la moindre erreur. Ark Knights Endfield est un action RPG développé par les studios chinois Hyperglyph Network Technology et Mountain Contour qui, avant ça, ont fait rien. Nous voilà bien. Le titre est un free-to-play avec une partie gacha qui vous permettra de récupérer des jolies héroïnes. Les premiers retours sont plutôt positifs et s'il est donc possible d'y jouer gratuitement, vous avez, notamment sur PlayStation 5, un bundle de précommande pour 9,99€ qui vous donne quelques bonus pour démarrer l'aventure. Il y a longtemps, le monde a été englouti par le brouillard noir, forçant l'humanité à se réfugier dans l'Arche. Pour restaurer la paix, il faut rassembler les éclats du temps, disséminés sur la Terre distordue et réactiver la tour de l'horloge. Lucie se réveille seule dans ce monde brisé, sans souvenir, à l'exception d'un message l'enjoignant d'accomplir cette mission. A ses côtés, vous formez une équipe d'enquête et partez explorer des terres déformées afin de percer les mystères du passé et redonner au monde un avenir apaisé. Chrono Ark est un mélange de genres intéressants, le titre étant à la fois un RPG au tour par tour, un roguelite et un deck builder, le tout avec une esthétique faussement mignonne où une jeune héroïne adorable se retrouve dans un monde apocalyptique. Il est tout d'abord sorti au Japon sur PC en 2019, puis sur PC partout dans le monde en 2024, et enfin il débarque ce mois-ci sur Switch dans une version dite Deluxe, puisque celle-ci inclut directement tous les DLC. Par contre c'est un peu la douille, puisque la version Switch coûte 38,99€, alors que sur Steam le pack avec le jeu et les DLC est vendu, au moment où je prépare cette vidéo, 27€. Bon, évidemment, si vous voulez une version physique, la version japonaise est là pour ça, et celle-ci est multilingue avec la présence de l'anglais sur la cartouche. J'ai été faible, je l'ai précommandé, je vous en parlerai peut-être un de ces jours. Dans un monde futur où humains et revenants coexistent, à la soudaine apparition de la Luna Rapacis, les revenants se sont changés en monstres déments baptisés Abomination. En tant que chasseur ou chasseuse de revenants, le joueur doit empêcher une apocalypse inévitable en voyageant dans le passé. Il est accompagné par la jeune Lou, qui a le pouvoir de manipuler le temps. Une aventure épique vous attend. Explorez un monde post-apocalyptique avec vos partenaires, menez des batailles impitoyables contre de redoutables ennemis et faites la lumière sur une épopée à travers le temps. Ça va être compliqué de vous faire un premier retour sur Code Vein 2 puisque celui-ci n'est pas encore disponible au moment où je sors cette vidéo. Code Vein 2, en toute logique, c'est la suite de Code Vein, sorti en 2019 et réalisé par Hiroshi Yoshimura, que l'on connaît surtout pour la série God Eater. Code Vein s'était vu attribuer le qualificatif d'anime Souls-like, ce qui se comprend tout de suite en jetant un œil aux images. En physique, deux éditions sont disponibles, une standard à 69,99€ et une collector à 179,99€, qui est évidemment en rupture de stock, et qui incluait entre autres une jolie figurine de 18 cm du personnage de Lou Magmel. The hero Jose, a revenant who fell victim to her very own powers. Je ne vais pas vous le présenter celui-là, je pense que vous le connaissez. Final Fantasy VII Remake Intergrade revient ce mois-ci sur Xbox Series et Switch 2, pour le premier en numérique uniquement, et pour le second en carte clé de jeu. Mais pour un titre de cette taille, on va pas faire les étonnés. Les premiers retours sur ce portage Switch 2 sont d'ailleurs plutôt bons, celui-ci ne pose aucun problème, et cette version serait même supérieure à la version PlayStation 4. Bref, si vous avez toujours voulu visiter Midgar depuis le fond de votre lit ou sur vos toilettes, voilà la bonne occasion. Cardanciel est un deck builder roguelite qui est sorti sur toutes les plateformes en 2024. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo sur le jeu dans sa version Switch. Ce mois-ci, il revient sur Switch 2 dans une version améliorée. Si vous possédez la version Switch, vous pouvez faire la mise à jour pour 10€. Celle-ci ajoute une résolution en 4K, le 120 fps et la possibilité d'utiliser le second Joy-Con en mode souris.
Si vous préférez vos éditions en physique, une version Nintendo Switch 2 édition est disponible au Japon. Celle-ci est multilingue avec le français sur la cartouche. Just hold the Joy-Con 2 on its side to swap to mouse controls at any time. You could travel in dungeons with the controllers, then Disponible jusqu'à présent uniquement sur Switch, Front Mission 3 Remake débarque enfin sur les autres systèmes, à savoir PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, et PC via Steam et GOG au tarif de 34,99€. Pas de version physique prévue pour le moment. Si vous voulez absolument mettre une boîte sur votre étagère, il faudra se contenter de la version Switch japonaise, qui est néanmoins multilingue avec le français. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo premières impressions que j'avais faite lorsque le titre avait débarqué sur la console de Nintendo. Lorsque l'aventurier Flint Buckler attaque le château de la dragonne Tinder, il découvre une forteresse transformée en bureau d'entreprise. La raison, Ever After Inc., un conglomérat du monde réel, exploite désormais les contes de fées pour leurs ressources et profits. Contraint de trouver un emploi, Flint s'allie à son ancien ennemi Tinder pour infiltrer l'entreprise de l'intérieur. Ensemble, ils gravissent les échelons corporatistes afin de faire tomber Ever After Inc. et sauver le monde des contes. Une aventure humoristique mêlant fantasy classique et satire du monde de l'entreprise. Escape from Ever After est un petit mélange RPG-aventure que l'on doit au studio Sleepy Castle, qui est un studio québécois. Donc, vous vous dites que le jeu doit être en français, et je suis au regret de vous annoncer que vous avez tort, et ça c'est un peu décevant. La source d'inspiration principale, ça saute aux yeux, c'est évidemment Paper Mario, et il en reprend le style graphique très mignon, avec des personnages en 2D, mais également les affrontements qui ont l'air assez inventifs, avec un tour par tour durant lequel vous allez pouvoir interagir. Genres. Our shareholders back in the real world have never been happier. By the way, I hear there's a group of Dans le monde ravagé de la Brightstone, ce jeu propose une stratégie profonde alliée à une progression roguelike. Votre objectif est de protéger le cristal de Werther et de l'escorter jusqu'à la faille infernale afin de vaincre le seigneur démon Korgul et détruire la Brightstone. La mort fait partie intégrante de l'expérience. Chaque échec permet d'apprendre et de s'améliorer. Exploitez l'environnement, les ennemis et même la météo pour créer des opportunités tactiques. À force d'essais, d'ingéniosité et de nouvelles compétences, vous affinerez votre stratégie pour sauver le royaume. Brightstone est donc un roguelike développé par le studio Unfinished Pixel qui porte bien son nom puisque le jeu vient d'entrer en accès anticipé, ce qui veut donc dire qu'il n'est pas encore terminé. Chose peu fréquente, il s'agit ici d'un jeu espagnol. La DA n'est pas extraordinaire, mais ça fait le taf. Par contre, les premiers retours sont plutôt moyens, mais c'est bien à ça que sert un accès anticipé. Le studio prévoit que le jeu restera ainsi 6 à 12 mois, et plus si nécessaire. Our mission is to protect and carry it to the rift. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez découvert de nouveaux jeux.
Je serais curieux de savoir quelle news vous hype le plus et pour quelle sortie vous avez craqué. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et si vous souhaitez soutenir le travail, vous pouvez rejoindre la chaîne à partir de 99 centimes par mois, ce qui vous permettra d'avoir un accès anticipé à toutes les vidéos, en tout cas quand je peux. Sinon, simplement partager la vidéo, ça aide beaucoup. Vous pouvez également mettre un boost si vous regardez en passant par l'appli YouTube. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à plein de JRPG.